Je vous propose donc de démarrer notre atelier sur la transition énergétique écologique. Il s'agit du 6e atelier que nous organisons en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc nous organisons des webinaires, c'est le 6e. Aujourd'hui, c'est une opération d'Auvergne-Rhône-Alpes et nous serons pour animer ce webinaire atelier 2 animateurs, moi-même Philippe Fagot, responsable du service des actions territoriales de l'OPCO-EP en Auvergne-Rhône-Alpes. Et je suis donc David Perret, conseiller à l'OPCO-EP, donc en Auvergne-Rhône-Alpes, et en animation avec donc Philippe sur ce sujet depuis quelques années maintenant. Le thème de notre atelier du jour, donc comme vous l'avez noté dans les invitations, on parle des investissements de l'entreprise, comment concilier responsabilité, réglementation et visibilité externe. Finalement, c'est comment penser le verdissement en entreprise au meilleur sens du terme d'ailleurs, puisque c'est un mot qui a été galvaudé. L'idée a parfois été dévoilée, pour comprendre notamment quoi demander quand il s'agit d'investissement et comprendre comment mieux agir quand il s'agit d'investissements à réaliser dans l'entreprise. Le programme pour notre séquence démarrera par une introduction, tout de suite après. Nous aurons l'intervention d'un expert, Yelena, que vous avez déjà entendu parler. Nous parlerons également de l'offre de service et nous finirons par une conclusion et un sondage, ce fameux sondage qui nous permet de connaître votre avis pour pouvoir s'améliorer de façon permanente. Vos questions, elles seront posées dans l'espace conversation, mais nous en prendrons peut-être quelques-unes de vive voix. Nous avons plusieurs échanges pour cela en termes de temps. Vous rappelez que c'est une initiative qui s'inscrit dans une opération beaucoup plus globale, générale, qui vise la transition écologique énergétique dans les TPME, de la sensibilisation à l'action. C'est une opération que nous conduisons depuis l'année 2023, qui se terminera à la fin de l'année 2025, qui est portée par la Confédération générale des PME, des petites et moyennes entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes, l'Union des entreprises de proximité en Auvergne-Rhône-Alpes et l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, l'OPCO-EP. Et cette opération est cofinancée par l'État, très engagé dans l'accompagnement du monde économique dans ce virage sociétal qu'est la transition écologique énergétique. Je vais tout de suite passer la parole à nos 2 partenaires, Cyril Amprineau et Bertrand Fayet, qui vont nous donner un mot d'introduction. Je vous laisse la parole, messieurs. Je vais commencer alors. Vas-y Bertrand, je suis là, vas-y Oui, d'abord. Oui, donc rapidement, ces webinaires, ces informations ont une ambition ou un objectif, c'est de vous guider, vous permettre de vous y retrouver dans le maquis des différents sujets, notamment de tout ce qui est transition écologique énergétique, parce que bien souvent on est perdu devant la complexité du sujet, les intervenants, les structures, les obligations, les normes, les contraintes, etc. Et puis aussi, on se dit le chef d'entreprise se dit qu'il doit faire des choses et qu'il peut faire des choses et qu'il a envie de faire des choses, mais il faut qu'il puisse s'y retrouver. Donc c'est bien l'objectif de ces différentes interventions et pouvoir ensuite vous donner différentes infos, quelques cartes en main pour pouvoir prioriser vos actions, choisir ce que vous pouvez faire. Et puis, surtout, maintenant, on attaque un peu le nerf de la guerre, même beaucoup, comment les financer et comment les développer. Voilà. Mais tout ça, bien sûr, il faut aussi avoir l'envie. Donc, maintenant, on va attaquer ce webinaire qui devra vous donner pas mal d'informations à la fois générales et pratiques et qui vous permettront justement de vous positionner et de savoir ce que vous pourrez mener avec votre entreprise. Merci Bertrand, bonjour à tous. Cyril Amprineau, secrétaire général de la CPME Auvergne-Rhône-Alpes. Je voulais d'abord vous remercier, chacun d'entre vous, consacrer 1 heure de votre temps pour échanger sur ce sujet qui est important pour nous. Merci à l'OPCO-EP pour avoir préparé, comme pour chacun des sujets qui font l'objet d'un webinaire avec beaucoup de rigueur, la thématique pour qu'elle soit la plus claire possible et qu'elle donne lieu à des échanges, à un partage qui nous enrichissent collectivement. Et merci à l'intervenante. J'étais d'ailleurs avec Daniel Cariotis tout à l'heure et je lui ai vanté
très sincèrement, parce que nous le pensons avec le président Villarreal, la qualité de l'action de la Banque des transitions écologiques qui est très très utile au tissu économique qui s'engage dans la transition écologique en général et à nos TPE, PME en particulier. Comme Bertrand, pour l'UDP, nous on est convaincus à la CPME que l'écologie, la transition écologique est en marche et que les entreprises sont très engagées globalement dans ce cadre et que justement, parce qu'il y a une conviction au nom des valeurs, la nécessité morale d'agir, les dirigeants n'ont pas besoin de contraintes et de normes, mais ils ont besoin d'appui et de solutions. On est pour une écologie de l'incitation et on est pour une écologie des solutions. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec l'OPCO-EP et l'UDP à travers différentes actions, dont ces webinaires, c'est de balayer des sujets qui sont importants dans la vie quotidienne de vos entreprises et de l'aborder sous un angle pragmatique, c'est-à-dire comment des solutions qui sont bénéfiques en matière environnementale s'intègrent dans des modèles économiques, dans des champs concurrentiels, dans des comptes d'exploitation, pour qu'au final, on arrive à conjuguer efficacement écologie et économie. Et pour ça, effectivement, il faut à la fois des bons outils techniques, mais il faut aussi des financements. Voilà. Il faut des financements dédiés qui permettent aux dirigeants, en toute connaissance de cause, de prioriser ces investissements et d'avoir les bons outils. Et je suis convaincu que, en l'occurrence, à travers l'intervention experte, vous allez repartir avec un certain nombre de propositions qui seront les bienvenus, qui vont vous aider dans vos choix. Voilà, en tous les cas, très heureux de passer cette heure avec vous. Merci Bertrand, merci Cyril. Yelena, la parole est à vous. Merci. Bonjour à tous, je vais me présenter rapidement. Donc, Yelena Kouad, je suis directrice des partenariats et de l'animation commerciale à la Banque de la transition énergétique. Donc, je vous expliquerai plus précisément quel est le concept de cette marque. Deux mots sur mon expérience. Je suis presque un pur produit des banques populaires puisque durant plus de 20 ans, j'ai exercé les différents métiers au sein de la banque pour accompagner les entreprises. Donc, auparavant, j'étais directrice d'un centre d'affaires entreprise. J'ai également travaillé sur l'ingénierie des flux et tout ce qui était cash management et web banking. J'étais responsable d'un service client en Auvergne également. Et puis, j'ai débuté traditionnellement à m'occuper des professionnels, des professions libérales et chargée d'affaires entreprises. Voilà. Aujourd'hui, depuis 2 ans, j'accompagne un petit peu différemment les chefs d'entreprise, mais sur un sujet qui me tient à cœur, c'est l'accompagnement vers la transition énergétique. Aujourd'hui, on se pose la question du E, puisqu'on parle d'énergie, mais il y a plein de sujets. Il y a l'eau, l'environnement, de manière plus globale. Voilà, c'est les 4 E, la banque des transitions. Et l'enjeu, vous le disiez à juste titre, c'est pas que l'aspect réglementaire, c'est surtout d'apporter des solutions et d'accompagner nos clients pour les amener à se transformer. Voilà notre objectif. Vous me donnerez, Yelena, le tempo pour que je passe en revue les diapositives. Très bien. Je pense qu'on peut y aller. Ce que je voulais aborder avec vous en premier temps, je pense que c'est la première partie, c'est de vous expliquer en quoi tout cet environnement qui contraint les entreprises a aussi un impact sur nous, banquiers. Nous, nos conseillers, donc vous avez vu mon titre, je suis directrice des partenariats, je gère les partenariats, mais je gère aussi l'animation au sein des réseaux. Et donc, lorsque vous allez voir votre conseiller bancaire pour présenter votre dossier demain, il vous posera des questions qu'il ne vous posait pas avant. Je vais vous expliquer dans un premier temps en quoi ce changement, on parle de banquier augmenté, a un impact sur nous, acteurs bancaires. Ensuite, on passera assez rapidement sur la réglementation, les contraintes, et puis quelles solutions on peut apporter par rapport à ces sujets qui s'imposent à vous. Et puis en dernière partie, je vous présenterai l'accompagnement un peu original de la BPORA qui a créé la Banque de la transition énergétique en 2020. Alors je vous le disais, c'est un petit peu la révolution. Ça part de quoi? Donc bon, le contexte, tout le monde le connaît. Un accord international où plusieurs pays, donc plus de 190 pays, se sont engagés via l'accord de Paris à limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, pardon. Et donc limiter ce réchauffement à plus 1,5 degré, voire 2 degrés maximum. Bon. On sait d'ores et déjà qu'on aura du mal à tenir tendance.
Tout ça a été transposé au niveau européen avec ce qu'on appelle le Green Deal, le pacte vert européen. Et donc, nous nous sommes fixés comme objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050 et un objectif intermédiaire de moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030. Pour ça, on va avoir besoin de moyens. Et donc, il y a toute une réglementation qui s'est mise en place pour qu'on puisse suivre et s'appuyer sur les acteurs bancaires pour flécher cette activité. Et donc, il y a un certain nombre de règles liées à la transparence d'activités qui sont apparues. Donc, on a tout d'abord la taxonomie verte qui est notre Bible pour évaluer si un objet est vert ou pas. On a des règles sur donc, la fameuse SFDR qui va aller flécher des fonds dits durables ou pas au niveau des placements notamment. Et puis on a cette CSRD qui est un rapport de durabilité, un rapport extra-financier qui va devenir obligatoire, même s'il est remis en question pour un certain nombre plutôt d'ETI. Alors tout ça, toute cette réglementation qui s'impose aussi à nous, acteurs bancaires, elle va nous obliger à suivre, mesurer la part des investissements verts. Et le conseiller de clientèle va devoir intégrer, lorsqu'il va faire un dossier de crédit, des critères E, S et G dans l'analyse, voilà, pour mesurer si une entreprise est mature ou pas. De la même manière qu'on avait une analyse financière, et la Banque de France voilà, va aussi sortir sa notation extra-financière, on va noter notre fonds de commerce sur des critères extra-financiers. Donc, il se peut que quand vous veniez faire votre entretien traditionnel avec votre banquier, on va bien sûr analyser le bilan, mais on va peut-être vous poser des questions qu'on n'avait pas l'habitude de vous poser. Alors pour ça, pour flécher ce qui est vert, ce qui ne l'est pas, on va s'appuyer sur la taxonomie verte. C'est notre référentiel de la finance verte. Voilà. Donc il y a 6 objectifs dans la taxonomie. Les 2 principaux qui sont liés au climat. Donc d'abord l'atténuation du réchauffement climatique, l'adaptation au réchauffement climatique. Le 3e, c'est l'utilisation durable et la protection des ressources en eau et ressources marines. La 4e, on va parler de circularité. On va parler de pollution et également de biodiversité. Ça, ce sont les 6 objectifs. C'est presque un petit peu plus complexe parce qu'en plus de savoir si on contribue à ces objectifs-là, on doit s'assurer qu'on respecte les droits de l'homme, par exemple, et que l'on ne crée pas de préjudice sur les 6 autres. Je m'explique, je pose une éolienne, donc on va me dire je produis de l'électricité verte. Par contre, à côté, est-ce que je n'ai pas un impact sur la biodiversité? Compliqué pour un banquier. Donc aujourd'hui, on a mis en place un certain nombre d'outils depuis maintenant 6 mois. Donc nos conseillers, quand ils montent un dossier, vont devoir répondre à un certain nombre de questions qui vont flécher les investissements et mesurer donc le degré d'alignement des entreprises sur la trajectoire climatique. On peut passer à la slide suivante. Voilà, donc l'impact, c'est quoi? C'est sur les investissements, par exemple sur les entreprises, on va aller déterminer quelle est la part des OPEX et CAPEX qui est verte, moins verte, voire brown. Et puis pour les banques, nous, on est engagé pour publier un nouveau ratio, c'est le Green Asset Ratio. Donc on va aller publier un ratio qui est la part des investissements verts sur le total des investissements. Ça peut avoir aussi un impact en termes de refinancement sur les marchés financiers, puisque bien évidemment, en fonction de la qualité de notre fonds de commerce et de nos structures, de nos entreprises, on va intégrer la partie, comme je vous le disais, financière, mais aussi extra-financière. Et donc, plus c'est simple, plus on aura des facilités à obtenir des liquidités, à se refinancer à de bonnes conditions sur les marchés financiers. Ça veut dire que potentiellement, à terme, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais peut-être que certainement, on pourra avoir un schéma de décision un peu discriminant sur est-ce que d'abord je continue d'accompagner des projets qui ne sont pas verts? Et deuxième chose, est-ce que si je le fais au même prix que sur un financement vert? Voilà, une discrimination par le risque et par le prix. Ça, c'est des choses qui commencent à arriver. On a également un certain nombre d'initiatives qui se sont mises en place au niveau du groupe BPCE, dont font partie la Banque Populaire. Nous avons signé un accord, une alliance qui s'appelle le NZBA et qui donne un cadre. Et donc, on s'est engagé à suivre 11 secteurs les plus émissifs pour réduire en fait l'empreinte carbone. Donc on peut retrouver ces secteurs sur le site internet de BPCE. Donc, je ne les ai pas détaillés, mais
voilà, qui sont actualisés, qui sont publiés publiquement, donc comme un certain nombre d'autres banques. Donc nous sommes bien engagés sur cette trajectoire. Alors je le disais tout à l'heure, pour les banques, on va devoir intégrer donc, les fameuses analyses E, S et G. Donc bien sûr, on parle beaucoup de l'environnement, mais il y a également les critères, le critère social. Dans le questionnaire qui est mené actuellement auprès des chefs d'entreprise, on pose des questions donc, sur les critères environnementaux. Donc, est-ce que vous avez fait un bilan carbone? Est-ce qu'il y a des sujets sur l'eau, l'électricité, le recyclage, la biodiversité? On va sur le S poser des questions qui sont liées aux accidents du travail, l'égalité homme-femme, le handicap, et puis sur la gouvernance, voilà, une transparence sur la rémunération des dirigeants, le droit des actionnaires, etc. On va intégrer tous ces critères-là et puis nos comités des risques et des engagements dont vont devoir demain se positionner sur la maturité du client par rapport à ces enjeux-là et surtout identifier les risques et les opportunités. Et de se dire, est-ce que, par exemple, sur cette entreprise, il y a des enjeux de sécheresse, est-ce que je les ai bien identifiés et est-ce qu'il s'est mis en ordre de marche pour demain? Voilà un petit peu comment on fonctionne aujourd'hui. Un petit zoom sur la CSRD, dont vous avez certainement entendu parler, peut-être lors de précédentes interventions. Ce rapport-là, enfin, ce rapport extra-financier, c'est un nouveau format toujours lié à la transparence, un format de fichier qui est validé par les commissaires aux comptes, qui est le même au niveau européen, dans lequel on va intégrer la notion de double matérialité et qui va nous permettre surtout de nous comparer et de voir comment on évolue dans le temps. Alors, les seuils qui étaient publiés, c'était à partir de 2025. Ils concernent les entreprises de 250 salariés et qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros et ou un total bilan de 25 millions d'euros. Ces seuils-là ont été revus avec le projet Omnibus. Les seuils ont été largement rehaussés. Ce ne sont pas, enfin, ça ne vous concerne pas directement, et comme la plupart de nos clients, puisque nous, on a essentiellement notre cœur de cible, ce sont plutôt les PME et les plus petites structures, elles ne sont pas impactées en direct par le rapport de durabilité. Par contre, ce qu'on constate, c'est que comme elles travaillent dans un écosystème et que par effet ricochet, effet domino, ou par capillarité, on va être impacté par cette CSRD. Ça va se traduire comment? On peut prendre quelques exemples. On a par exemple Renault Trucks qui, lui, dans sa trajectoire de réduction de carbone, va devoir réduire ses gaz à effet de serre. Donc Renault Trucks est soumis à ces rapports extra-financiers. C'était la DPEF, NFRD, aujourd'hui c'est SRD. Bref, on avait déjà ces critères-là. Et donc, il doit réduire son impact carbone lié à la fabrication de ses pièces, aux composants, et puis également accompagner les clients dans la décarbonation de leur flotte. Moi, je suis équipementier, je travaille pour Renault Trucks. Il faut que je mette en œuvre une stratégie bas carbone pour prouver que mes pièces sont fabriquées avec de l'énergie bas carbone, etc. Donc vraiment, il va falloir que je monte patte verte pour pouvoir rester référencé auprès de Renault Trucks. L'enjeu, il est là. Voilà. Plus qu'un enjeu réglementaire, c'est un enjeu de marché. On peut prendre un autre exemple. On a un exemple sur la circularité, L'Oréal qui a mis en œuvre une trajectoire sur l'économie circulaire et qui va devoir réduire sa consommation de ressources naturelles et de matières vierges. Je suis fournisseur, je dois modifier la composition de mes produits, intégrer ces informations dans mon système d'information. C'est aussi ça, important, c'est valoriser ce que je fais, pouvoir le prouver, modifier la méthode de fabrication, intégrer peut-être une nouvelle filière d'approvisionnement. Et donc, si le fournisseur dialogue avec son client et anticipe la demande, il pourra gagner des parts de marché chez son client. Donc là, on est plutôt dans une opportunité d'être référencé. En synthèse, pour l'entreprise, le premier levier, le premier enjeu, c'est le marché. Pour répondre au cahier des charges de mes donneurs d'ordre, de mon écosystème, pour renouveler ma délégation de service public auprès de mes donneurs d'ordre, je vais devoir, ce que je disais tout à l'heure, montrer patte verte. Aujourd'hui, notamment sur le secteur du bâtiment, dans la notation, vous avez une partie qui concerne la RSE. Ça n'existait pas avant. Je suis producteur de fromage, je suis référencé dans la GMS. Cette année, j'ai dû remplir des questionnaires RSE. Il n'y a pas de discrimination. Je citais un exemple l'autre jour, c'est un petit professionnel qui est dans le BTP, qui travaillait pour
pour Bouygues et qui a été déréférencé. Il était à 80% de son chiffre d'affaires avec lui et voilà. Donc, c'était un petit. Donc, effectivement, il n'est pas soumis à la CSRD, mais on voit bien qu'au bout du bout, ça peut avoir un impact. Deuxième enjeu, c'est les partenaires financiers. Alors, je vous l'ai dit, nous, les banques, on commence déjà à regarder si vous êtes engagés sur cette partie-là. En cas de cession ou de transmission, les investisseurs vont intégrer pour choisir leurs fonds ces critères-là et vont privilégier des fonds article 8, article 9, qui sont des fonds plutôt durables dans le cadre de cession ou d'opération. On va même parfois nettoyer des fonds avant de faire des acquisitions. Il y en a vu des valorisations qui ont fait x10 dans ce cadre-là. Et puis pour les banques, je vous l'ai dit, on va indexer les prix. Troisième enjeu, c'est la marque employeur. Au niveau RH, aujourd'hui, on parlait beaucoup d'attractivité. Pour recruter les talents, ce sont des sujets qui sont prégnants et qui permettent d'embarquer via le projet de l'entreprise des jeunes talents. Et donc, en dernier, la réglementation, donc c'est la CSRD, qui, quand on voit le montant, par exemple, de la pénalité de non-divulgation du bilan carbone, c'est 50 000 euros. Pour une ETI, c'est rien du tout. L'enjeu, il est ailleurs. Il est vraiment lié à tout l'écosystème et au marché, aux parties prenantes. On se rend compte que si on n'est pas présent, on va perdre en durabilité. Et pour nous, banquiers, finalement, l'enjeu, c'est de se dire, est-ce que mon entreprise va être durable? Si elle est durable, elle sera rentable et donc elle pourra perdurer dans le temps. Yelena, pardon, on a une question dans le chat concernant une pharmacie d'officine. Elle se pose la question si elle est concernée, si elle est surveillée. Alors, je n'ai pas compris le terme du coup, Mme Sigaud. Voilà, si vous voulez repréciser peut-être. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par surveiller? C'est lié à la CSRD et aux donneurs d'ordre? Ou c'est lié au conseiller bancaire? Peut-être qu'elle peut prendre la parole. Ah non, c'était par rapport à l'impact. Oui, je pense que la pharmacie d'officine est aussi impactée. Alors, bon, vous êtes en B2C. Alors, je ne sais pas si vous parlez de votre filière amont, ou de vos pour le consommateur final, c'est vrai qu'il y a un petit peu moins d'impact. C'est plutôt des enjeux d'image, de référencement du marché. Si vous pensez au laboratoire, oui, clairement. Eux sont vraiment embarqués là-dedans. Alors, la réglementation des entreprises. Aujourd'hui, on a énormément de contraintes réglementaires. Voilà, j'aime pas dire ça, mais effectivement, on a parlé de la CSRD, donc sur le rapport de durabilité des entreprises. On a la loi climat et résilience. Le décret tertiaire qui va beaucoup impacter les bâtiments à usage tertiaire. La loi APER pour la solarisation. La loi des mobilités. On est dans un contexte où la politique de durabilité des grands donneurs d'ordre publics et privés, elle va impacter les PME et les sous-traitants. On l'a vu clairement. Et puis, à côté de ça, on a des dispositifs, des accompagnements. On peut bénéficier de certificats d'économie d'énergie. On peut bénéficier de tarifs de rachat, notamment sur l'énergie solaire. Et puis, tout type de subventions, qu'elles soient de l'ADEME, France 2030, mais même plus locales. Donc, on a tout un tas de dispositifs. Si on parle, donc on va aborder d'abord le bilan carbone, même si en soi, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'obligation réglementaire. Aujourd'hui, c'est un excellent point de départ pour entamer une démarche de transition pour une entreprise. On pourra parler de la facture d'énergie. J'évoquerai 2 mots sur l'efficacité énergétique de l'entreprise, la rénovation des bâtiments et la mobilité, et puis 2 mots sur l'énergie photovoltaïque qui est en train de subir un grand chaos avec le nouveau décret qui est sorti sur l'obligation d'achat de l'État. Alors, sur le bilan carbone, comme je vous le disais, sur une grande entreprise, quand on fait son bilan carbone, il y a plusieurs scopes, plusieurs niveaux. Donc, le premier niveau, ce sont les émissions directes donc liées à ma production. Le scope 2, ce sont les émissions indirectes liées à l'énergie. Et puis, le scope 3, ce sont les autres émissions, donc vraiment en amont et en aval, donc liées aux achats de matières premières, etc. On sait que 80% des émissions de gaz à effet de serre proviennent du scope 3. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, grand groupe, quand je vais faire mon bilan carbone, je vais demander à mon fournisseur de me faire son bilan carbone pour pouvoir faire le mien. Voilà en quoi, de manière indirecte, vous pouvez être sollicité pour certains et devoir faire votre bilan carbone.
Je reprends l'exemple de ma fromagerie sur les monts du Livradois, qui elle va faire sa première déclaration extra-financière. Elle a fait son bilan carbone. 92% de ses émissions de gaz à effet de serre proviennent, sans grande surprise, de la production du lait. Et donc là-dessus, on se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et le chef d'entreprise a proposé, a financé le bilan carbone de tous les exploitants agricoles. Pourquoi? Parce que sur le Puy-de-Dôme, vous avez beaucoup de prairies permanentes. Et quand on fait son bilan carbone, au lieu de prendre une moyenne nationale qui est par exemple de 1,5 kg de CO2 par litre de lait, on va tomber à des niveaux bien inférieurs. Donc on est, je crois, à 0,8. Vous voyez? Donc certes, il n'a pas décarboné, mais en faisant ça, il a rendu une copie un peu plus sympa à la grande distribution dans laquelle il est référencé en tant que marque de distributeur. Donc, on n'imaginait pas que le petit agriculteur était impacté, mais vous voyez qu'il peut l'être. Donc, le bilan carbone, c'est aussi un bon point de départ pour pouvoir entamer une démarche et de se dire, il me faut une photo à l'instant T et je vais écrire ma trajectoire, comment j'arrive. Quels vont être mes objectifs? Donc là, on va passer rapidement, mais c'est de se dire, voilà, comment on détermine la maturité d'une démarche RSE? Plusieurs choses. D'abord, la mesure d'impact. Ensuite, la feuille de route, la stratégie et le pilotage, la chaîne de valeur, et puis les compétences. Tout ça doit être valorisé et communiqué. Voilà. Donc ça, c'est un peu, on va à partir de ces éléments-là pouvoir déterminer quelle est la maturité d'une entreprise sur la démarche RSE. Et il n'y a pas de bons et de mauvais élèves, en fait. Le tout, c'est de se mettre en ordre de marche et puis de commencer petit. D'accord? Ça, c'est des critères. Si on prend le slide suivant, on va voir clairement que parfois, on a la feuille blanche. Et puis, l'étape d'après, j'aime bien dire, c'est l'éléphant au milieu de la pièce. Quand vous interrogez un chef d'entreprise ou un dirigeant, il a fait déjà plein de choses. Il a récupéré les copeaux, il a réduit l'eau, il a posé des panneaux. En fait, il vous dit qu'il ne fait pas de RSE, mais en final, il en fait. Donc, une démarche formalisée, déjà, je prends conscience de tout ce que je fais, je le formalise et je communique. Donc, ça peut être un simple petit diag RSE avec nos partenaires de la CCI ou de la Chambre des métiers qui vont vous accompagner sur ces sujets-là pour déjà prendre conscience et valoriser les actions que j'ai mis en place, moi, à mon niveau. Ensuite, peut-être que j'utiliserai des éléments quantitatifs, donc rentrer dans le calcul du bilan carbone, etc., etc. Mais il faut vraiment, dédramatiser, se détendre, se dire il n'y a pas d'obligation à faire avec des moyens énormes. À chaque niveau, on va progresser et puis ça va prendre plusieurs années. Le tout, c'est de prendre le point de départ et puis se fixer des objectifs. On va passer peut-être rapidement. La méthodologie pour faire son bilan carbone, c'est le premier, surtout qui va être un peu lourd. C'est la cartographie des flux de ma chaîne de valeur. Parce que vous l'avez compris, il faut que j'intègre toute ma chaîne de valeur si je veux faire mon bilan carbone. Donc, le travail de départ, c'est de se dire, voilà, combien j'ai de fournisseurs, etc. Référencer tout ça, sensibiliser les équipes. Quand on n'a pas la ressource en interne, je l'évoquerai peut-être plus tard avec les dispositifs de la BPI, mais il y a un accompagnement qui peut être intéressant, c'est la possibilité d'avoir recours à un VTE vert. Donc c'est souvent un étudiant qui est en master et qui peut être également en alternance. Qui va avoir, en plus de l'accompagnement de l'alternance, une aide de 8 000 € par an pour faire une mission. Et dans cette mission, souvent, ça peut être le premier bilan carbone parce que le chef d'entreprise, certes, on parle beaucoup des ressources financières, mais parfois n'a pas le temps en fait, à consacrer pour cette mission. Donc ça, c'est un bon outil pour pouvoir faire ce premier travail. Ensuite, on va collecter les données, donc avec des outils. Et élément important, on va quantifier les émissions de gaz à effet de serre. Calculer des indicateurs. Parce que quand je vous parle tout à l'heure de tonnes de CO2, en valeur absolue, je pense que ça parle à personne. Si je veux me comparer avec mon copain, ça n'a pas de sens. Et donc, ce qui va faire sens, c'est surtout l'indicateur de suivi que je vais me fixer moi. Est-ce que c'est des tonnes de CO2 par chiffre d'affaires, par litre, par kilo, et dans quoi je m'engage? Voilà. Parce que si demain je fais une croissance externe, forcément, je vais exploser en valeur absolue, donc ça n'aura pas d'importance. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, je vais définir ma trajectoire climat et je vais choisir mes axes pour prioriser ma feuille de route à tous les niveaux. Voilà, je vous avais mis un petit exemple. Là, c'est une entreprise qui émet 17 000 tonnes de CO2. Et donc, vous voyez la grosse partie jaune.
54,5% provient des intrants. Qu'est-ce qu'on va faire? On va gratter dans ces 54% la composition des produits et qu'est-ce que je peux, ceux qui sont les plus émissifs, comment est-ce que je peux éventuellement les remplacer pour réduire mon empreinte carbone. Deuxième secteur le plus émissif, c'est le fret. Donc en fait, ce sont les transports. Et là, quand on regarde plus précisément, dans les 14%, il y a beaucoup de choses qui sont liées au trajet domicile-travail. Peut-être que je peux mettre en place du télétravail, par exemple, sur certaines fonctions. C'est des petites choses qui permettent de réduire l'empreinte carbone. On a voilà, j'aime bien ce graphique qui permet donc sur deux axes de mesurer. Il y a des choses qui sont très faciles à mettre en place et qui vont avoir un impact fort. Je pris cet exemple-là de l'avion, mais vous avez des entreprises où vous avez des commerciaux qui jugent important d'aller négocier en bugne à bugne avec leurs clients. Oui, ok, peut-être qu'au lieu de faire 30 voyages par an, on va se dire vous avez 10 voyages dans l'année, vous les répartissez comme vous voulez. Et là, c'est assez facile et ça a un impact très fort. Il y a des choses un peu plus difficiles, l'électrification de la flotte, la charte d'achat responsable est aussi un peu plus compliquée à mettre en œuvre. Et puis tout ça, c'est en fonction de la sensibilité de chaque entreprise. En fonction de la typologie de l'entreprise, ça peut être plus ou moins facile, par exemple, d'électrifier la flotte ou pas. Ne pas oublier d'intégrer cette démarche-là, c'est un projet d'entreprise. Voilà. Elle ne doit pas être que portée par le dirigeant tout seul. Vraiment, créer un groupe de travail, embarquer tout le monde. Et là, on se rendra compte qu'il y a plein de petites actions qui peuvent être faites et qui sont vues par des gens dans l'atelier qui vont vous dire là, les lumières sont allumées, la machine, elle tourne, ou les cartons les jettent à tel endroit. Voilà, ça ne coûte rien. Et par contre, ça permet de faire de belles économies. Et en plus, d'associer en fait toute l'entreprise dans ce projet-là. Je voulais parler de la facture d'énergie. Aujourd'hui, bon, la crise est derrière nous, mais pour certains, ça a coûté très très cher et ça a pu mettre en péril des entreprises, des structures. Bon, on a aussi beaucoup parlé des boulangers. Je rappelle que le tarif réglementé, c'est 2 millions lorsque vous faites moins de 2 millions de chiffre d'affaires et moins de 10 personnes, et une puissance de moins de 36 kVA, vous pouvez bénéficier de ce qu'on appelle le tarif réglementé, le tarif bleu. Avant, c'était assez intéressant d'avoir le tarif bleu. Aujourd'hui, par rapport aux tarifs qu'on peut avoir sur le marché, on peut aller renégocier via des courtiers. Donc, nous, on travaille avec un partenaire qui peut aller renégocier vos contrats. Vous proposez gratuitement 3 fournisseurs d'énergie en fonction de votre appétence à prendre du risque. Parce que si on veut voilà, s'engager sur 3 ans, on va peut-être préférer payer un petit peu plus cher, mais maîtriser ses marges. Si on est un peu plus, voilà, si on aime prendre des risques, on va peut-être prendre des marchés, des contrats sur des durées plus courtes, en se disant, voilà, peut-être que pendant 6 mois, je ne vais pas payer cher et on verra par la suite. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Bon, quand il y a vraiment un enjeu, parce que c'est vrai que si la facture d'énergie est faible, tu n'as pas d'enjeu. Mais je pense aux boulangers, notamment au métier de bouche, où il y a parfois des factures qui sont importantes. Ça vaut le coup d'aller renégocier son contrat. Et c'est déjà une des premières étapes de se dire, voilà, comment je peux diminuer les factures. Sur l'efficacité énergétique et environnementale, il y a pas mal d'actions qui permettent de réduire sa consommation. Donc, on peut revoir ses équipements, donc revoir les groupes froids, les moteurs électriques. On peut récupérer de la chaleur fatale. Donc là, on a énormément d'aides sur ces dispositifs. Ça peut aller jusqu'à 80% sur des montants importants. Ça, il ne faut pas le négliger. On a également les certificats d'économie d'énergie. Vous pouvez donc agir sur la réduction de la consommation d'eau, des matières premières, des déchets. Sur l'énergie renouvelable, on peut avoir recours aux panneaux photovoltaïques en autoconsommation. On peut utiliser le solaire thermique ou la géothermie. Et puis, donc, je vous le disais, il y a pas mal d'aides et de subventions. Pour vous accompagner au niveau local, donc vous avez les chambres de métiers et les chambres de commerce qui ont des experts qui peuvent vous faire des diag flux, énergie, sans reste à charge. Donc, c'est déjà une première étape pour s'orienter sur des actions à mettre en œuvre. Et puis, je vous ai mis un dispositif que j'aime beaucoup qui s'appelle les éco-défis. Donc, c'est une initiative qui est lancée, enfin, qui est menée par les CMA et les CCI et qui permet de récompenser en fait des commerçants et artisans qui sont engagés et qui ont une politique RSE. Et lorsqu'ils ont atteint un certain nombre de points, ils ont donc une petite plaque, ils sont labellisés éco-défis.
Voilà, donc ça, c'est des petites choses qui peuvent être intéressantes et qui permettent de valoriser votre initiative. Sur le décret tertiaire, là, on parle du bâtiment. C'est le slide suivant. Pour certains, lorsque vous avez plus de 1000 m² de surface de plancher à usage tertiaire, vous pouvez être soumis au décret tertiaire et donc vous avez l'obligation de réduire votre consommation d'énergie de moins 40% en 2030, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050. Pour ça, vous devez faire déjà une déclaration sur la plateforme de la plateforme Opérat. Et on va suivre tous les ans votre réduction de consommation d'énergie. Pour atteindre ces objectifs qui sont ambitieux, donc ça va concerner quoi? Les bureaux, les hôtels, toutes les surfaces de stockage. Donc, même si je suis une entreprise industrielle, mais que j'ai des surfaces de stockage ou des bureaux pour plus de 1000 m², je suis soumis au décret tertiaire et je dois engager une démarche. Des choses assez simples, c'est le monitoring, donc ce qu'on appelle la GTB, la gestion technique du bâtiment. Donc, c'est mettre en place des systèmes qui vont aller monitorer le chauffage, la lumière, les flux, et qui vont permettre de réduire de 10 à 25% d'économie. Ce n'est pas des investissements conséquents. Vous avez des C2E. Ça, c'est déjà des choses que vous pouvez faire assez facilement. Et puis, après, il y a des travaux de rénovation énergétique liés à l'isolation, la ventilation, mettre en place également des panneaux photovoltaïques qui vont vous permettre d'autoconsommer. Et donc, cette part d'autoconsommation va venir en déduction du décret tertiaire. La mobilité, on a l'obligation depuis le 1er janvier de cette année de mettre une borne électrique tous les 20 emplacements. Voilà. Et puis, vous avez au niveau des ZFE, donc même si remise en question des zones à faible émission de... donc, la nécessité, elle va être de verdir sa flotte pour pouvoir aller livrer ou travailler sur ces zones qui sont concernées. Sur le photovoltaïque, donc, on a énormément d'obligations qui sont liées donc, à la fois lorsque vous construisez, lorsque vous déposez votre permis de construire, depuis le 1er juillet 2023, vous avez l'obligation de solariser ou de végétaliser votre toiture. Pour les bâtiments existants, donc c'est à partir du 1er janvier 2028. Donc ça concerne les bâtiments, mais ça concerne également les ombrières. Vous avez l'obligation, par exemple, de poser des ombrières pour les bâtiments qui ont plus de 500 m². Ce que vous voyez un petit peu partout, c'est sur les parkings de grande surface, puisque pour les surfaces de plus de 10 000 m², la deadline, c'est le 1er juillet 2026 pour les parkings. Voilà. Donc après, comment on finance ça? Donc soit on est capable d'autofinancer et puis on autoconsomme, soit il existe des solutions avec des tiers investisseurs. Donc c'est un tiers qui va venir poser les ombrières et qui va les mettre à disposition moyennant un loyer, un petit peu comme pour les agriculteurs. Donc vous vous mettez à jour au niveau de la réglementation. Pour autant, vous n'êtes pas obligé d'investir sur ces ombrières-là. Et puis, il existe un certain nombre de dérogations par rapport à ça. Il faut justifier et monter un dossier pour pouvoir déroger à ces textes. Là, on passe rapidement. Donc ça, c'est des annexes que je vous ai mises. Vous avez toutes les dates. Donc ça, c'est la première slide, c'est tout ce qui est lié à la construction. Donc vous avez toutes les dates et les obligations qui sont liées. Et ensuite, c'est pour tous les bâtiments existants. Vous retrouverez, en fonction des puissances, les obligations qui sont... voilà, là, on parle, vous voyez en bas, donc, les parkings de plus de 10 000 m², 1er juillet 2026, 50% du parking. Donc ça, vous avez toutes les données. Merci à vous, Yelena, pour cette première partie d'intervention. Très, très clair. Vous nous montrez bien que l'accès à l'investissement vert relève d'une démarche d'approche globale qui est du management du changement finalement dans l'entreprise et qui est tout à la fois définie pour la grande entreprise mais qui peut être mise à la portée de la petite entreprise moyennant la mise à la hauteur des enjeux et des ressources disponibles. Nous allons peut-être avec David voir s'il y a des questions qui sont posées dans le chat, peut-être même avec une prise de parole directe. Oui, n'hésitez pas à prendre la parole puisque par écrit, ça ne bouge pas pour l'instant. Il y a eu beaucoup d'informations de données, notamment ce qui était intéressant aussi, c'était la priorisation des chantiers à mener. Cette matrice de priorisation qui a été très intéressante aussi à relever. Est-ce que voilà, il y a des entreprises qui parmi vous ont lancé des initiatives, ont commencé des projets et où la question de l'investissement s'est posée? N'hésitez pas à témoigner, s'il vous plaît. Et peut-être dans l'intervalle, Bertrand, tu nous citais de toutes petites entreprises qui n'avaient pas nécessité de faire un bilan carbone, mais qui devaient pratiquer une évaluation carbone de leurs activités, de certaines de leurs activités.
Oui. Oui, parce que des petites entreprises, 3 salariés qui répondent, donc soumises à aucune obligation, qui répondent à un cahier des charges, à un marché public, Mm. dans lequel il y a, alors tout ne s'applique pas non plus à la TPE hein, dans le marché public, mais néanmoins il y a des questions sur le bilan carbone notamment. Et le chef d'entreprise, il est un peu démuni hein, quand il a 3 salariés, une camionnette, et voilà, qu'est-ce que je fais, comment je réponds. Donc c'est un peu c'est un peu beaucoup même ce que vous avez dit sur l'effet ricochet. Alors là, c'est un effet Ouais. ricochet parce que c'est un marché public, il n'est pas sous-traitant. Mm. Mais dans quelle mesure, voilà, sa question, c'était de se dire, mais dans quelle mesure je suis obligé de répondre ou pas? Et si je réponds pas, eh ben, je vais être pénalisé. Ouais. Donc effectivement, les TPE peuvent être concernés par ricochet, par, Mm. alors pas par des obligations en fait, hein, mais par ces sujets-là. Alors, c'est une formidable opportunité de se transformer, en fait, hein. C'est comme ça que nous, on le présente. Pour ceux qui, bon, on parle de la conviction parce qu'il faut en avoir un petit peu, mais il y a toujours les moyens. Mais c'est de se dire, stratégiquement, de toute façon, on ne peut pas continuer. Certains ont conscience que leur modèle touche à sa fin. Bon, voilà, on peut citer Michelin qui a déjà prédit l'arrêt du pneu, hein, en fait, hein. J'ai un autre exemple où on se dit, les bougies de charroux, par exemple, qu'on a beaucoup accompagnées. Nous, on n'a pas fait le bilan carbone. On n'a pas commencé par le bilan carbone des bougies de charroux. On a commencé par l'analyse de cycle de vie de la bougie. Parce que déjà, stratégiquement, c'était plus important de travailler sur le produit que de travailler sur les tonnes de CO2 de la boîte. Et puis, c'est un truc qui fait du pétrole, qui se consume, qui sert à rien. Ah, je fais de la bougie qui sent bon, en fait. Donc, on peut se passer de mon produit. Donc, le dirigeant me dit, de toute façon, je sais que je suis amené à disparaître. Et il a déjà réfléchi à la suite. Qu'est-ce que je vais pouvoir proposer comme expérience olfactive? Voilà, donc il a posé des panneaux, il a revu ses circuits, ses approvisionnements, ses contenants, il s'est posé la question du verre, hein, du lavage du verre. On a fait des études avec des simulateurs d'impact, à se dire est-ce que c'est plus intéressant de laver le verre, de recycler? Voilà. Mais plus loin que ça, c'est de se dire, il va plus loin en se disant, je vais me réinventer et je vais proposer une expérience olfactive différente, mais qui respecte les critères environnementaux. Donc, pour certains, avec l'innovation, voilà, on peut être amené à faire de belles choses, en tout cas à se transformer, et c'est une formidable opportunité de se transformer. Mais la prise de conscience est nécessaire. Et vous nous montrez finalement que l'investissement vert, l'investissement verdissant, l'investissement durable n'est pas une donnée d'entrée d'une stratégie, mais plutôt une donnée de sortie. En fait, il sera durable dans la mesure où il s'inscrit dans un écosystème d'action qui a été pensé et où l'investissement relève d'un équipement qui a sa place dans une organisation soutenue par des ressources humaines compétentes, motivées, en nombre suffisante. Ouais. Absolument, oui, oui. On est vraiment dans un écosystème en fait qu'on va créer et une stratégie. Et on va mettre tous les moyens à disposition. Le financement, j'ai envie de dire, c'est la dernière étape en fait. Une Oui. fois qu'on a posé tout ça, oui, on est allé chercher des subventions et on va avoir besoin de financement. Mais ce qui est important, c'est tout ce qu'on va mettre autour, les moyens qu'on va mettre à disposition pour amener les entreprises à se transformer, à réfléchir. Voilà, la première étape, c'est déjà la prise de conscience, comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est l'éléphant au milieu de la pièce. Quand je commence à questionner, et ce sont les questions qui sont posées notamment pour les appels d'offres, hein. Dans ces questionnaires-là, valoriser ce que l'on fait déjà, c'est déjà la première étape. Et faire sa petite feuille de route RSE, c'est ce qu'on peut remplir dans les questionnaires, notamment pour les appels d'offres et les petites PME. Très bien. Nous attaquons, David, la dernière partie. Tout à fait. Alors, en quoi comment la BPORA accompagne ses clients? Alors, c'est parti de quoi? C'est parti de la raison d'être de la Banque Populaire. La raison d'être de la Banque Populaire, qui est une banque coopérative régionale, c'est construire un futur durable pour les hommes et les femmes qui entreprennent sur notre territoire. Et donc, bon, il n'y a pas de futur durable sans investissement et il n'y a pas d'investissement sans une banque de la transition énergétique. C'est parti un petit peu de là. Et l'originalité, c'est quoi? C'est de permettre à nos épargnants de donner du sens à leur épargne. Et donc, on s'est engagé dans une démarche sincère,
où 1 euro placé chez nous est 1 euro investi dans nos territoires. Vous pouvez aller consulter le site de la Banque de la Transition énergétique. On apporte la preuve du bon usage qui est fait de cette épargne au travers de notre site internet. Vous pouvez retrouver l'ensemble des projets qui sont accompagnés sur notre territoire. Donc la première chose, c'est ça, c'est traçabilité de l'épargne. Cette épargne, elle provient des particuliers, professionnels, institutionnels, et donc on donne du sens sur notre territoire. Ça, c'est important pour nous, banques coopératives. Et puis, on a également créé une cellule d'experts en interne, parce que je dis souvent qu'un banquier qui ne comprend pas, c'est un banquier qui ne prête pas. Et lorsqu'on arrive et qu'on nous présente un dossier de centrale, donc photovoltaïque ou autre, et qu'on présente ça au comité des engagements, ils ont du mal à se décider. Donc, on a des profils plutôt ingénieurs qui vont modéliser, on a nos propres logiciels et on va donner des avis techniques sur des projets de financement. Qu'on va coordonner à plusieurs banques ou pas. Et donc tout ça pour accompagner notamment tout ce qui est financement ENR. On a également des offres de financement adaptées, puisqu'on l'a vu précédemment, on va aller flécher ce qui est vert, ce qui n'est pas vert, et puis sur les prêts ER, on va pouvoir apporter des bonifications de taux, et notamment des aides de la BUI. Et puis, pour se mettre en ordre de marche, on monte pas encore sur les toits pour poser des panneaux, donc on s'est entouré de partenaires compétents dont on a vérifié la solidité à la fois financière, on vérifie tous les ans les assurances, on les teste avant de les valider, voilà. Et puis nous, banquiers, on a une chance incroyable, on est le tiers de confiance de nos clients. Voilà. Il y a 2 personnes qui comptent pour un dirigeant d'entreprise, c'est son expert comptable et son banquier. Et quand son banquier vous recommande un partenaire, que ce soit pour faire un bilan carbone ou pour aller poser des panneaux, il est beaucoup plus en confiance pour se mettre en ordre de marche. Voilà. Alors ce modèle-là, donc la Banque de la Transition énergétique, c'est une marque qui est créée par BPOA, mais qui a été aujourd'hui déployée sur 7 banques populaires régionales. Donc on espère bien que toutes les banques populaires reprendront ce modèle, mais elles ont parfois déjà une marque. Donc on intervient, on peut peut-être passer à la slide suivante, sur différents domaines d'activité. Donc traditionnellement sur les ENR, donc l'énergie solaire, l'hydroélectricité, la méthanisation, l'éolien, on en a peu en Auvergne-Rhône-Alpes, hein. On intervient sur tout ce qui est performance énergétique environnementale, donc la rénovation de l'habitat pour le particulier, mais également l'efficacité énergétique des entreprises et des collectivités. Donc là, on a des partenaires qui vont travailler de A à Z, hein, sur tout ce qui est process industriel, récupération de chaleur fatale, recherche d'aide et de subventions, la mobilité durable, l'économie circulaire. Et puis, on a également une marque, chez nous, on travaille, donc on a déployé une marque qui s'appelle Nextinov, et on accompagne des entreprises, donc start-up ou sociétés innovantes, sur ces domaines innovants qui sont souvent liés à la transition énergétique. On peut citer Carbios qui a développé une enzyme pour recycler le PET. On a Afiren, par exemple, aussi, qui utilise des produits biosourcés en alternative de produits pétrosourcés. Voilà, c'est le genre de projet que l'on accompagne, donc sur les clients particuliers, entreprises et collectivités. Quelques chiffres, c'est 655 millions de crédits, de projets financés, c'est 450 millions d'euros d'épargne, de l'épargne qui provient des particuliers, mais aussi des entreprises. Au niveau de toutes les banques, on a dépassé le milliard, on est à 1,4 milliard de crédits accordés sur notre territoire. Et puis, on a fait une étude avec un cabinet pour essayer de mesurer comment nous, on contribue à la décarbonation, puisque c'est vrai que la banque, elle a son immobilier, ses achats, etc. Mais comme les entreprises, nos émissions les plus importantes, elles proviennent du scope 3 et donc des financements que l'on fait. Et donc, on a calculé notre empreinte carbone, et 1 000 € placés sur un livret de transition énergétique nous permet d'économiser 190 kg de CO2. Au global, c'est l'équivalent d'une ville de 6 500 habitants. Donc, ça peut paraître peu, mais c'est notre contribution aussi à la décarbonation sur notre territoire. Voilà, donc là, je vous ai mis quelques partenaires référencés chez nous, que ce soit pour faire le bilan carbone au niveau du marché des professionnels. Sur les installateurs photovoltaïques, on en a mis 2, mais on privilégie toujours aussi le circuit court et les intervenants locaux lorsque l'on peut, hein. On ne va pas prendre un intervenant national, on fait toujours travailler des gens qui sont à côté. Opéra pour la facture d'énergie. La CMA, la CCI, qui sont vraiment qui permettent de faire un diagnostic sans reste à charge. Donc ça, n'hésitez pas à les solliciter sur plein de domaines. Ils peuvent vous apporter des solutions et c'est sans reste à charge, hein. Donc c'est peut-être la première étape lorsqu'on n'a rien démarré, c'est d'aller voir votre expert dans votre chambre.
Et puis, sur l'efficacité énergétique du bâtiment, on a Lowit, donc c'est un partenaire lyonnais qui propose un logiciel de suivi du décret tertiaire. Il est capable de faire gratuitement les études d'assujettissement. Vous avez plusieurs biens, que ce soit pour du patrimonial ou pour votre entreprise. Vous donnez l'adresse et puis on va vous répondre si vous êtes soumis ou pas au décret tertiaire et puis quelles sont les obligations. Et donc ça, c'est déjà la première étape et c'est gratuit. Ensuite, il y a un logiciel de suivi. Voilà un petit peu pour nos clients et nos partenaires. Au niveau des moyens, qu'est-ce qu'on peut faire pour... voilà, j'ai essayé de faire une petite synthèse, c'est de se dire déjà sur les dépenses opérationnelles, se questionner sur sa stratégie d'achat et de vente d'énergie. On l'a vu tout à l'heure, peut-être d'abord renégocier son contrat. Je vais pouvoir économiser en renégociant mon contrat. Nouer des PPA, des BPA, ça c'est vraiment pour les plus grosses structures, c'est-à-dire que je vais pouvoir acheter mon électricité de gré à gré. D'accord? Donc parfois vous avez des Orange ou autres qui proposent de créer des centrales et vous pouvez acheter votre électricité de gré à gré sans passer par EDF OA. Valoriser les heures pleines, les heures creuses, la flexibilité. Son foncier, donc je vais pouvoir poser une centrale photovoltaïque et autoconsommer, donc je vais être indépendant sur une partie de mon énergie. Puis après, j'ai la part d'investissement. Et là, je vais aller chercher des certificats d'économie d'énergie. Il existe beaucoup de C2E sur des investissements qui sont un peu moins énergivores. Dans plein de domaines, on est surpris. Parfois, j'ai au conseiller, est-ce que tu as regardé s'il y a une fiche C2E dans de la mécanique générale, sur une presse, souvent, les nouveaux matériels, comme ils sont moins énergivores, ils bénéficient de C2E. Ensuite, vous avez les subventions qui sont liées à l'ADEME. Je parlais du fonds chaleur qui est important. On a des aides sur la biomasse, la géothermie. Et puis, pour un même projet, on peut cumuler plusieurs dispositifs. Ensuite, vous avez les accompagnements des acteurs publics parapublics, donc BPI, la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, et puis pour le reste, les banques comme la Banque populaire. D'ailleurs, je n'ai pas mis la Banque de la transition énergétique et la BPOA, c'est dommage. Enfin, l'idée, c'est de se faire accompagner pour identifier les acteurs les plus adaptés à votre projet, pour aller chercher partout les leviers et réussir son projet, en fait. J'ai dû mettre une slide sur les dispositifs de BPI, je pense, en dernier. Voilà. En synthèse, ils proposent pas mal aussi d'accompagnement. Donc, certains sont gratuits pour les TPE, PME. Vous avez le fameux VTE vert qui, lui, s'adresse plutôt aux PME et ETI, mais qui permet d'avoir 8 000 € de subvention, en plus d'un contrat d'alternance dans le pavé se renforcer. Voilà, donc il y a le diag écoflux, etc. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition, n'hésitez pas. Merci Yelena pour cette belle présentation. David, je te passe la parole pour les solutions côté OPCO. Ok, ça laisse le temps de réfléchir aux dernières questions, n'hésitez pas. En tout cas, il y a une chose marquante, c'est qu'on a une offre de service côté banque qui va bien au-delà en effet de l'aspect financier. Et c'est aussi ce qu'on veut faire au niveau de l'OPCO. On est connu pour le financement des formations, de l'alternance et on fait aussi de l'accompagnement aux mutations en général, notamment l'accompagnement sur la transition écologique énergétique. Donc, on apporte de l'information au travers de ces webinaires, au travers de notre site institutionnel, dont j'ai remis le lien. Le prochain webinaire, ce sera sur la valorisation des engagements auprès des clients dans les entreprises du commerce le 19 juin à la même heure, à 17h30. Ça a été évoqué par Yelena, le fait d'impliquer les salariés dans les équipes pour mener les projets. Ça peut passer par la formation d'une ressource interne, donc former un référent. On a des actions collectives à vous proposer là-dessus, donc n'hésitez pas à vous rapprocher des conseillers OPCO attachés à vos entreprises. On peut également mener avec vous donc les projets visés, donc au travers d'un accompagnement conseil. Donc c'est vraiment de la stratégie à l'action et c'est déjà des actions qu'on déploie depuis maintenant quelques temps avec un bon nombre d'entreprises, donc c'est très apprécié. On peut, au travers du volet RH aussi, vous appuyer sur vos projets, donc au travers des prestations conseil ressources humaines avec des financements État mis en œuvre par l'OPCO.
Et puis, tout simplement aussi au travers de la formation continue, de l'alternance, comme ça a été évoqué aussi, merci Yelena, le Fonds social européen qui met en avant aussi cette thématique. Là, c'est vraiment d'actualité. Là, on est en train de monter les dossiers dans les différentes entreprises. Et n'hésitez pas aussi à vous appuyer sur les conseillers pour avoir une lecture un peu globale. On peut faire du pré-diagnostic. J'avais plus de place en ma diapo. C'est une autre solution pour regarder, allez, par où je commence. L'important étant de démarrer. Merci David. La parole est à nos participants si nous avons des questions. Allez, ne soyez pas timides, profitez de l'expertise. Sinon, nous laisserons le mot de la fin à Cyril et Bertrand. Ah, une petite réaction quand même. Enfin, il y en a eu une première avec un bravo et même un cœur pour la présentation. Donc, c'est moi qui ai liké. Ah d'accord, pardon. Et donc Julie qui nous présente le fait que c'était très complet. Pas de questions à ce stade, mais on imagine qu'il y a beaucoup de réflexions qui sont ouvertes, surtout puisque le sujet ne se fait pas en un jour et en plusieurs années finalement. Hein. Entre la stratégie et l'action et l'implication des équipes, ça prend du temps. Il y a des belles initiatives aussi, je pense à la CPME, notamment avec Métamorphose, qui est une grande journée où on amène aussi, j'ai participé à l'édition l'an dernier. Voilà, c'est plein de petites choses qui font qu'on va se mettre en ordre de marche et puis on va accompagner les clients à se transformer. Très bien. Merci à vous, Yelena. Cyril, Bertrand, la parole est à vous. Merci. On va inverser, je vais laisser le dernier mot à Bertrand. Par rapport à l'introduction, d'abord un très grand bravo à Yelena, un très grand merci. C'est une présentation tout à fait remarquable parce que éminemment claire, limpide même sur un sujet à l'inverse très complexe. Voilà. Moi, je retiens deux choses particulièrement importantes. La première, mais ça a été dit, la Banque populaire, à travers la Banque de la transition énergétique, un engagement qui va bien au-delà du simple financement, parce qu'en fait, c'est vrai d'une manière générale, mais c'est encore plus vrai dans les TPE-PME, il faut avoir une approche globale de la transformation d'une entreprise, il faut avoir une stratégie. Et quand on a une stratégie, des objectifs à moyen et long terme et à court terme, derrière, ça renvoie à des solutions, à un plan d'action et des solutions et à des acteurs. Et le fait d'avoir une vision à 360, c'est un formidable atout pour les entreprises, pour nous, pour nos adhérents, pour les clients également les adhérents de l'UDP ou d'OPCO-EP et pour les clients de la Banque de transition. Donc bravo pour ça. Je trouve que c'est absolument essentiel. Deuxièmement, c'est que on l'a vu, et j'en ai dit un mot, c'est un grand cheval de bataille, et je pense pour l'UDP aussi, c'est qu'il y a énormément de normes et d'obligations. Beaucoup trop à notre goût, mais c'est comme ça. La loi est dure, mais c'est la loi. Et tout l'enjeu, et je trouve que ça a été très bien présenté, notamment par des exemples, c'est de faire d'une contrainte une opportunité. Ça paraît très facile dit comme ça, derrière un écran, mais c'est possible dès lors qu'on est bien conseillé et que le chef d'entreprise est mu par différents leviers. On a parlé de ses valeurs, ça c'est sûr, du marché c'est sûr, mais aussi ses collaborateurs. Toutes les parties prenantes à l'entreprise peuvent lui donner vraiment envie de s'engager. Et puis enfin, même s'ils ne le font pas que pour ça, il y a maintenant des outils très performants, pas simplement de mesure, bien sûr, c'est essentiel, des progrès en matière de transition écologique, mais du retour sur investissement. Je pense notamment en matière énergétique. Hein. J'étais avec la présidente du cluster digital solaire il y a peu. Elle me parlait des durées d'amortissement. Voilà, qui sont aujourd'hui des données objectivement fiables, hein, bien maîtrisées, mais c'est vrai dans de nombreux domaines. Donc, c'est important de rationaliser aussi la charge, très souvent surestimée par les dirigeants par rapport aux enjeux et à l'inverse, à la valeur que crée des investissements, des engagements de transition, de transformation des entreprises en tous les cas.
pour paraphraser Malraux, on est convaincu que le 21e siècle sera celui du développement durable ou ne sera pas. En tous les cas, soyons-en des modestes. Je parle pour la CPME, pas pour la Banque de transition qui fait des choses extrêmement importantes à grande échelle, des acteurs, hein, plutôt que des spectateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rajoutais par rapport aux investissements, c'est vrai que le risque à ne pas faire est parfois bien plus important que le risque de ne rien faire. Et quand on fait prendre conscience à une entreprise que s'il fait plus de 40 degrés dans l'atelier et qu'on ferme pendant 30 jours, on met en risque l'entreprise et sa survie. Et voilà, et c'est pareil pour l'inondation, etc. Donc l'enjeu, il est là, et c'est de se dire, ne rien faire va nous coûter plus cher que de se mettre en ordre de marche aujourd'hui. Je vais terminer. Merci, merci Elena pour cette présentation très précise et je trouvais très concrète avec beaucoup d'exemples, beaucoup d'illustrations. Donc ça permet de bien visualiser ce qui est possible de faire. Je voudrais insister sur 3 points. Le premier, c'est on peut se poser la question, est-ce que j'ai intérêt de le faire ou pas, ou à quoi ça sert finalement. Et on voit bien que la multiplication des actions et des investissements un impact régional. C'est-à-dire si chacune des entreprises petites par la taille s'implique, en fait, c'est ça qui fait les petits ruisseaux et les grands fleuves par la suite. Donc je crois qu'il ne faut pas douter de l'intérêt général de le faire. Le deuxième point, c'est pour les chefs d'entreprise et les entreprises, c'est de profiter de l'opportunité de ces conseils. Il y a une opportunité qui vous est offerte aussi bien avec la Banque de la transition énergétique, avec les propositions de l'OPCO. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des interlocuteurs et des personnes qui sont prêtes à vous aider, à vous guider, et de façon très simple et précise, même si tout ça est très compliqué, mais eux, c'est leur boulot de vous simplifier les choses. Et puis le troisième point, c'est finalement, on voit bien que chaque fois, c'est un projet collectif d'entreprise. Il ne faut pas avoir peur d'y aller, il ne faut pas y aller tout seul, il faut y aller collectivement en entreprise. Et surtout, si par hasard on n'a pas de contraintes, en fait, rien que pour répondre à l'enjeu du marché, hein, ce qu'a dit Elena tout à l'heure, donc c'est aussi l'intérêt de l'entreprise d'y aller. Je vous remercie tous pour votre attention et votre participation. Merci à vous tous, très sincèrement, pour le temps passé et les échanges qui ont été formulés. David, nous avons le lien sondage, je crois. Tout à fait, je l'ai publié dans la conversation, donc n'hésitez pas à prendre 2 minutes pour saisir quelques réponses à nos questions, pour nous donner l'envie d'aller plus loin et de continuer à évoquer ce sujet avec les entreprises. Très bien, et puis nous avons donc tout l'avenir pour agir. Voilà. Merci à vous tous, à très bientôt, et notamment pour le prochain webinaire du mois de juin. Bonne soirée, merci. Bonne soirée à tous.